Bonsoir, bienvenue dans la surface de vérité. Rendez-vous ce soir avec un éminent intellectuel africain. Il est universitaire canado-gabonais, économiste, consultant, homme politique et président de la fondation Jacques Okoué pour la bonne gouvernance en Afrique. Le docteur Jacques Okoué est dans la surface de vérité. Bonsoir et merci de nous rejoindre dans le fauteuil blanc ce soir. Oui, bonsoir, monsieur Gebrey. Alors, pour commencer déjà, votre fondation, concrètement, pourquoi l'avez-vous mis en place et de quoi parlez-vous exactement? Je sais qu'à la base, c'est pour parler de bonne gouvernance, c'est bien ça. Oui, à la base, cette fondation a pour but, au fond, de faire dans l'humanitaire. Vu effectivement la misère en Afrique due à la malveillante gouvernance, la fondation se devait de venir en aide aux populations africaines au travers des programmes. Ça, c'est le volet humanitaire. Mais la fondation a aussi un volet politique, c'est-à-dire de dénoncer la malveillante gouvernance qui est à la base de beaucoup de maux en Afrique. Et donc, voilà, c'est ça en fait les deux grands objectifs poursuivis par la Fondation. Je l'ai créée depuis le Canada pour venir en aide au continent africain, au peuple africain qui souffre alors qu'ils vivent sur des territoires immensement riches du point de vue des potentialités naturelles. Mais du point de vue réel, c'est des populations pauvres. C'est où le problème? Le problème est dans la malveillante gouvernance que la Fondation se doit également de dénoncer. D'accord. Alors, pour défendre la bonne gouvernance, pour une économiste, ça va de soi. Vous êtes donc économiste, expert en finance internationale, résident justement au Canada. Pourquoi? Le Gabon, quand même, c'est un beau pays avec des opportunités, non? Le pays a besoin de ses intelligences, non? Oui, le problème, c'est la malveillante gouvernance. Le problème, c'est la dictature qui sévit au Gabon et qui fait fuir des intellectuels. Le problème, c'est la mauvaise redistribution des richesses. Le problème, c'est le manque des infrastructures de base, la santé, l'éducation, l'insécurité qui y prévaut. Tout cela sont des facteurs qui font fuir effectivement les Gabonais. Encore que moi, je pars du Gabon comme étudiant. J'arrive en France pour faire mon 3e cycle, je fais mon doctorat. Vu la dictature de Bongo Père qui sévissait de façon très dure, vu les opportunités offertes ailleurs, surtout qu'au Gabon, le taux de chômage il est de 60% de la population active. Donc, il n'y avait pas d'opportunité, effectivement, à y retourner au regard de tous ces maux, effectivement, qui minent la société gabonaise. Et c'est comme ça que je décide, au fond, d'émigrer pour le Canada qui offrait plus d'opportunités, plus de stabilité sociopolitique. Ça, c'est un facteur que les gens semblent souvent ignorer lorsqu'il y a l'insécurité, l'instabilité sociopolitique dans un pays. Au-delà du manque des infrastructures de base, la santé, vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous soigner, alors que le pays est riche. Ça peut être des facteurs d'émigration et donc du départ de son propre pays avec une déchirure au cœur, bien sûr. Naturellement. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, le combat pour son pays, pour la bonne gouvernance, on peut le mener même en étant à l'extérieur. Effectivement. La preuve, la diaspora aujourd'hui a une contribution assez importante. Effectivement. Et d'ailleurs, sur ce plan, ma fondation fait énormément, pas seulement au Gabon, mais en Afrique, parce qu'elle finance des programmes. Il y a plein de programmes qui sont financés. Il y a le programme, par exemple, du financement de microcrédits pour sortir les femmes de la misère, parce que les femmes sont pas mal avec les jeunes, les laisser pour compte de la société. Le programme, par exemple, de récompense du meilleur mémoire en économie. Voilà, il y a des petits programmes comme ça que je crée avec des prix de 250 000, de 300 000 francs CFA. Je ne dis pas que c'est grand-chose, mais ça soulage quand même un tout petit peu la misère de quelques-uns. Alors, le Gabon, c'est aujourd'hui une économie en quête de stabilité, de confiance et de croissance, justement. Un taux de pauvreté, comme vous l'avez dit, en forte progression, une dette de plus de 70% du PIB. La Banque mondiale a suspendu récemment, en janvier, ses décaissements en faveur du Gabon, en raison justement d'arriérés de dettes s'élevant, on parle de 17 milliards de francs CFA, 27 millions de dollars. C'est inquiétant tout ça. Ben oui. Pour ce pays quand même qui a une forte potentialité. Oui, immensement riche du point de vue effectivement des potentialités, mais immensement pauvre du point de vue de la gouvernance, qui est malveillante encore une fois. Vous savez, au Gabon, vous avez une oligarchie au pouvoir
qui s'accapare à peu près de 90% de la richesse nationale. Que sert cet argent dans, effectivement, leur coffre privé? Vous savez, l'argent en économie joue le même rôle que le sang dans le corps humain. L'argent sert à circuler, doit circuler pour servir de moyen de paiement. Et quand le moyen de paiement joue son rôle et que ça permet aux producteurs de vendre, ben, ça accélère au fond la production à nouveau. Parce que si je peux vendre vite, parce que l'argent circule, je peux aller vite produire. Et si je produis plus, le PIB qui est la somme des valeurs ajoutées brutes, le PIB il monte. Le PIB c'est l'enrichissement. Mais le problème c'est que l'oligarchie s'accapare de cet argent pour le conserver chez elle, dans des coffres forts. Vous voyez? Et du coup, la misère s'étend parce que l'argent ne circule pas. Du coup, le chômage est élevé. Le manque de financement des infrastructures de base, les routes, pour permettre la mobilité des ressources productives, des marchandises, des facteurs de production, notamment le travail. Tout cela empêche effectivement que l'économie soit dynamique. Vous voyez, il y a plein de facteurs comme ça. Le fait d'être spécialisé dans un seul produit qui est le pétrole, qui occupe une pondération très importante dans tous les agrégats économiques, le PIB, les recettes d'exportation, les recettes budgétaires. Donc, vous allez dépendre non seulement des marchés extérieurs, mais surtout d'un produit. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'il y a un choc négatif qui, effectivement, se déroule sur le marché international? Mais vous êtes dans des problèmes hyper graves. Problèmes de dépendance, parce que les petits pays dépendent des marchés extérieurs, mais plus grave. Quand vous êtes spécialisé dans un seul produit, et que c'est un peu la violation du principe financier qui dit de ne jamais mettre tous les œufs dans un même panier. Mais vous mettez tous vos œufs dans le même panier, dans le produit pétrole. Mais alors, oui, ça encore, c'est des problèmes, je ne dirais pas de malveillante gouvernance, mais de malgouvernance. Parce que le Gabon regorge quand même d'intellectuels. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à voir ce problème-là? Pourquoi on continue à se spécialiser? Récemment, le président de la transition, j'ai beau effectivement prodiguer des conseils dans le cadre de la diversification, il va investir des centaines de milliards dans Assala, c'est-à-dire une société pétrolière, alors que le Gabonais n'est pas autosuffisant alimentairement, alors que l'agriculture aurait pu bénéficier de cet argent pour diversifier l'économie. On met de l'argent dans du pétrole pour accélérer la spécialisation primaire du Gabon au niveau du pétrole et pour dépendre encore plus du pétrole, dont d'ailleurs le volume de production est en baisse et dont les prix ne sont plus aussi haussiers que nous l'avons connu dans les années 2010, 2012, 2014. Vous voyez, voilà un peu les problèmes de mauvaise gouvernance qui prévalent ou qui prévaut au Gabon. Et en tant qu'économiste, qu'est-ce que vous pensez des réformes engagées par le président Brice Oligui Nguema? Il faut évaluer les réformes par rapport aux résultats. Les résultats sont lesquels? Pays immensément endettés. Nous avons explosé le plafond de la convergence au niveau de la CEMAC en matière de dette. Avant, nous étions en deçà de 70%. Mais nous sommes au-delà de 70%. Bien. À quoi a servi la dette? Allons-y questionner. Est-ce que la dette a une contrepartie productive en termes d'infrastructures et surtout, in fine, en termes d'amélioration du niveau de vie des populations? Parce que la dette, ce sont des ressources extérieures qui doivent servir au financement, au fond, de la consommation intérieure, de l'investissement intérieur et donc de la demande globale. Et au travers des effets multiplicateurs, du principe du multiplicateur qui sont des retombées économiques et sociales, il arrive en bout de ligne une amélioration du niveau de vie. Allons-y questionner les indicateurs. 35% de la population vit en deçà avec moins de $1, sont au seuil de pauvreté ou en deçà. Ouais. Le taux de chômage, il est à 60% de la population active. Les infrastructures. Les Gabonais n'ont pas d'eau potable dans leur maison. Les Gabonais, au Gabon aujourd'hui, c'est les délestages d'électricité en un point fini qui peuvent durer 7 heures, 8 heures et qui détruisent les appareils électroménagers, qui bloquent l'appareil de production parce que l'électricité, c'est de l'énergie. Lorsqu'il y a une coupure pendant 7 heures, mais l'agent économique, comment il fait pour produire? Il ne peut plus produire. Alors, vous voyez un peu les aspects négatifs, les impacts de cela. Alors, à quoi a servi finalement la dette? Lorsque le Gabon se retrouve alpagué à être incapable de payer 17 milliards. 17 milliards, c'était 17 milliards. Mais les 17 milliards, chacun de ces détourneurs des fonds de l'État, ils ont 10 fois plus que ça dans leur maison. Je vous dis, l'argent se trouve dans les maisons des oligarques
qui pille les recettes de l'État, qui pille les deniers publics. C'est-à-dire, il fallait commencer par quoi? Tolérance zéro, c'est dire faire en sorte que les ressources de l'État pillées reviennent dans les caisses de l'État. Ben oui, c'est pour cela que j'anticipe un peu dans mon programme, dans mon projet de société, le programme justice, le volet juridique visait à l'intérieur, avait une mesure qui consistait à ouvrir des procès au niveau économique et financier, c'est-à-dire d'ouvrir un tribunal sur les crimes économiques et financiers qui va de la période 90 jusqu'en 2025. Parce que cet argent doit revenir dans les caisses de l'État pour servir au peuple. Il faut partir de là. Le problème, c'est un problème institutionnel. Le Gabon a besoin de se réconcilier, ouvrir cette brèche-là, c'est diviser davantage. Non, mais c'est la justice qui va... Le problème, c'est que si on ne rend pas aussi compte aux lésés de la société, c'est pas non plus comme ça qu'on va réconcilier. Allons-y. C'est pour cela que l'une des mesures dans mon projet de société, c'était aussi d'ouvrir d'abord, de mettre en place une commission vérité, réconciliation et réparation. Ça aurait permis aux Gabonais de se parler entre eux, de se pardonner, parce qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais si on ne le fait pas, si on fait la fuite en avant et que les bourreaux continuent à narguer les victimes, ce n'est pas comme ça qu'on va réconcilier non plus un peu. Oui, et quand vous parlez donc de solutions et de vision, vous parlez justement du taux de chômage, entre quoi, 40-60%, vous dites, de la population affrontée au chômage. Alors, les jeunes Gabonais donc ont besoin de travailler. Quelle pourrait être la solution? Ben, la solution... Ils ne sont pas nombreux. Oui, mais justement, la solution, justement, dans mon projet de société, c'est d'abord d'aller rechercher ce souverainisme-là. C'est très important. Le souverainisme politique, le souverainisme monétaire, parce que derrière le souverainisme, il y a aussi ce qu'on appelle le contrôle de nos matières premières. Imaginez-vous, si on contrôle nos matières premières, on met en place une stratégie de croissance endogène, économiquement parlant. C'est-à-dire qu'au lieu que nos matières premières aillent à l'extérieur gratuitement et aillent servir comme effet multiplicateur à l'extérieur, pourquoi on ne les transformerait pas localement? Imaginez-vous un peu, M. Guébré, les énormes externalités positives derrière la transformation locale de nos matières premières, en termes de création de richesses nouvelles, en termes de création d'emplois. C'est des milliers, des centaines de milliers d'emplois. En 2 temps, 3 mouvements, le problème du taux de chômage, le problème du chômage serait résolu. Et j'ai mis des indicateurs dans mon projet de société où on irait de 60%. À chaque année, on peut baisser de 10 points le taux de chômage pour arriver à l'objectif que moi je vise, qui est le taux de chômage naturel, c'est-à-dire un taux de chômage qu'on ne voit qu'en plein emploi de l'économie et qui consistera essentiellement du chômage frictionnel, qui n'est rien d'autre que des petites personnes au chômage, au fond, qui amusent un peu la galerie, parce que le gros est vraiment résorbé. Ouais. Parce que le Gabon, pays relativement petit, fort potentiel économique, pas une densité importante de la population, on pourrait se dire que c'est un pays facile à gérer. Ben oui. Là, je reviens encore à la malveillante gouvernance, parce que ce sont des intellectuels qui sont au pouvoir, sauf qu'ils mettent leur intellect au service du mal. C'est ça. La différence entre la malveillante gouvernance et la malgouvernance, c'est que la malgouvernance, pour moi, dans ma conception, c'est que c'est des gens qui n'ont peut-être pas de compétences sur le plan managérial, pas de compétences intellectuelles, et donc à qui on peut d'ailleurs pardonner de mal gouverner parce qu'ils n'ont pas de compétences. Ceux-là, ils sont pardonnables. Mais ceux qui ont des compétences, qui ont fait des dizaines d'années sur le banc de l'école pour se spécialiser, mais qui viennent pour faire tout le contraire de ce qu'on leur a appris à l'école, ceux-là, eux, ils sont malveillants. Ils sont malveillants. Mais ils détruisent effectivement la société, ils accélèrent la mortalité précoce pour leur population, pour leurs petits intérêts personnels, et c'est ça que j'appelle vraiment la malveillance ici. Le professeur Gabriel Zomouyebe, vous le connaissez? Il a été mon enseignant, oui, en 2e année d'économie. Ah, oui. D'accord. Président de la Commission économique du dialogue national inclusif, il estime qu'il va falloir pousser les jeunes Gabonais à entreprendre. C'est une approche. Entreprendre. Oui, c'est une des idées, effectivement, comme pour solutionner le problème du chômage. Oui. Sauf que j'aimerais d'abord rappeler, parce qu'à l'époque, quand il y a eu le dialogue national, il était le président, effectivement, de la commission économique. Mais ce que j'ai regretté, c'est que sa commission économique n'a pondu que des incantations, parce qu'il n'y avait aucun objectif chiffré de ce qu'il devait apporter, effectivement,
au Gabon par la suite. Il n'y avait aucun solutionnement réellement avec la manière d'opérationnaliser, parce que tout est là aussi. Une fois que vous avez fixé les objectifs chiffrés, comment vous opérationnalisez? Par quelle voie vous passez? OK? Donc, je l'ai critiqué à l'époque et je le critique encore aujourd'hui d'être resté au fond dans des incantations, surtout que il sait très bien où se trouve le mal du Gabon, mais il n'a jamais eu le courage de le dire. Parce qu'un intellectuel, au risque de payer de sa vie, doit dire la vérité. Il doit être du côté du peuple. C'est ce que je regrette avec beaucoup d'intellectuels entre griffes gabonais. Vous avez pensé quoi de la mise en place du comité pour la transition et la restauration des institutions? Ben, écoutez, c'est un comité qui est venu, en tout cas pas pour restaurer les institutions, mais plutôt pour la sauvegarde des intérêts du parti PDG au pouvoir. C'est ce que nous constatons. Et pour preuve, c'est qu'ils ont ramené dans la gouvernance du pays toutes les mêmes personnes qui ont été à l'origine de la déchéance politique, morale, économique, culturelle, spirituelle du Gabon. Est-ce qu'on peut faire du neuf avec du vieux, avec les mêmes personnes qui sont à la base de la déchéance? Prenons par exemple, ils ont parlé eux-mêmes, moi je leur ai pas mis les mots dans la bouche, ils ont parlé de réformer les institutions. Vous savez, Monsieur Guébré, je suis également politologue. Le courant institutionnaliste économique dit quoi? Dit que les institutions sont au fond à la base de la performance économique et sociale d'un pays. Si les institutions, vues comme les règles entre formelles et informelles, entre les individus, vues comme des institutions, si les institutions sont mauvaises, la performance économique et sociale du pays sera mauvaise. Or, il se trouve que dans l'architecte institutionnel d'un pays, la colonne vertébrale, c'est la justice. Donc, moi, j'aurais aimé voir le CTRI commencer par réformer la justice, la rendre indépendante, permettre par exemple que le président du Conseil supérieur de la magistrature soit élu par les pairs pour autonomiser le pouvoir judiciaire du pouvoir politique. Parce que les magistrats aujourd'hui ont peur de rendre la justice parce qu'ils dépendent dans leur carrière du président de la République. Vous voyez? Et avec le problème de la corruption, comment voulez-vous que la justice soit indépendante et que les criminels qui commettent des forfaitures soient poursuivis? Et comment voulez-vous que l'économie soit performante si, par exemple, la corruption est endémique? Regardez, tous les indicateurs de performance sont mauvais pour le Gabon. Climat d'affaires, efficacité gouvernementale, gestion publique. Nous sommes à tous ces indicateurs au rouge. Comment voulez-vous attirer des investisseurs étrangers, investisseurs non seulement directs ou de portefeuille, surtout si le pays n'est pas stable sur le plan politique, comme on le voit? C'est la confiscation du pouvoir, en réalité, qu'ils sont venus faire pour sauvegarder les intérêts, effectivement, du parti-État PDG Bongo. Et comment on en est arrivé là, cette déchéance morale du Gabonais, de l'intellectuel gabonais? Mais c'est le cadre institutionnel, le cadre politique qui a été celui du monopartisme à l'époque de Bongo Père, a fait au fond que les valeurs se délitent, a fait au fond que les institutions, parce que si à la tête des institutions, vous avez des brigands, des gens qui ont une moralité très très douteuse, c'est normal que durablement dans le temps, en sciences politiques on parle du sentier de la dépendance, durablement dans le temps, les institutions vont se déliter. Et donc, pour la jeunesse, voler, tuer devient comme une norme, comme une règle. Et c'est ça qui, au fond, dans le temps, a entraîné toute cette déchéance du Gabon. Voilà. Et parlons toujours donc de réforme, de vision sur le plan économique. Je parle toujours du professeur Gabriel Zomo-Yébé. Il parle de se réapproprier une partie de notre économie. Réappropriation ne veut pas dire nationaliser, insiste-t-il. C'est qu'il nous faut quand même maîtriser une petite partie de notre économie, privilégier les entreprises qui sont sur place, les entreprises nationales. Mais tout ça, c'est des incantations parce qu'il y a un gros fossé entre les grands principes que édicte le professeur et les actes qu'il pose sur le terrain. C'est ça le problème du Gabon. Vous allez prendre la Constitution, les articles sont très bien, on va vous parler effectivement de l'égalité, de la justice, mais dans les faits, c'est tout le contraire. Malheureusement, et je le dis encore, lui-même, il contribue à cet état de choses parce que la peur de pouvoir, au fond, se manifester comme un vrai intellectuel est là. Évidemment qu'on est dans une dictature, oui, mais
certains bravent quand même cette dictature. Mais en réalité, c'est une des idées que je reprends pas que je reprends, mais que j'ai dans mon projet de société. Et c'est pour cela que le souverainisme monétaire, d'ailleurs dans lequel j'invite tous les pays de l'AES à vraiment y aller fortement. Le souverainisme monétaire va nous conduire à la souveraineté de la politique monétaire qu'on va mettre en place. Dans la politique monétaire, il y a un instrument qu'on appelle l'instrument du crédit. Le crédit à l'économie, c'est ce qui fait l'économie. Parce que c'est ce qui donne justement des capitaux financiers à des investisseurs pour pouvoir investir. Mais regardez au Gabon, comment les gens peuvent-ils investir quand vous n'avez pas le contrôle de votre politique monétaire, de votre monnaie qui est battue en France? Lorsque les taux d'intérêt qui sont dictés par la Banque de France sont prohibitifs, qui pourrait emprunter à des taux d'intérêt prohibitifs? Un petit exemple. En Afrique, pour construire une maison, les gens préfèrent le construire, mais sur des dizaines et des dizaines d'années, parce qu'ils ont peur d'aller emprunter à des taux très prohibitifs. Or, au Canada où je vis, le taux hypothécaire sur les maisons, il est à peine à 2%. Vous n'avez pas besoin de mettre 20 ans. Vous prenez l'emprunt, là, vous empruntez, vous achetez votre maison et puis vous remboursez. Le système est fait tel que vous ne pouvez pas trop tricher avec le système parce qu'on va vous rattraper. Mais nous, on n'arrive pas à emprunter en Afrique. Les taux d'intérêt sont trop élevés. À cause de quoi? À cause du manque du souverainisme monétaire. Parce que si vous prenez le contrôle de votre monnaie et de vos politiques monétaires, vous pourrez financer très bien la consommation, l'investissement, qui sont des variables très importantes de la demande globale. Et quand vous pouvez doper votre demande globale, vous dopez l'offre globale, la symbiose des deux, c'est ce qu'on appelle le PIB réel, et quand il monte, c'est la croissance économique, qui est la condition sine qua non au développement économique et social. Mais tant que vous n'aurez pas le contrôle de votre monnaie, de vos politiques monétaires, vous n'irez nulle part. Point de développement. Oui. Vous savez que la question de la monnaie, c'est effectivement une question d'actualité. Vous parlez tout à l'heure de l'AES, le souverainisme monétaire, pour vous, les pays de l'AES doivent sortir très rapidement de l'UEMOA, de l'Union économique et monétaire. Ben oui, c'est très important. Il faut qu'ils accélèrent le cheminement vers un souverainisme total vis-à-vis, effectivement, de qui vous savez. C'est très important d'avoir le contrôle de sa monnaie. Regardez, lorsqu'il y a des crises en Occident, des crises économiques et financières, qu'est-ce qu'ils font? Ils relancent en général l'économie parce que quand l'économie part du plein emploi vers le sous-emploi, c'est-à-dire situation de chômage, de pauvreté, ils relancent souvent par des politiques monétaires expansionnistes, discrétionnaires. Pourquoi eux, ils auraient le privilège d'utiliser leur monnaie pour relancer leur économie et pas nous autres? C'est paradoxal. Pourquoi on nous empêche d'avoir le contrôle de nos monnaies afin de financer la consommation, l'investissement, les dépenses publiques qui contribuent au développement humain? Puisque c'est au travers des dépenses publiques qu'on fait les écoles, les hôpitaux, les routes. Mais on n'a pas le contrôle de ça. Pourquoi? Parce que nous sommes encore sous dictat. Il faut sortir de là. Il faut que les pays de l'AES accélèrent. Soyons réalistes aussi, la monnaie, c'est un processus lourd. Oui, mais il faut un début à tout. Il y a aussi des risques si on se précipite. Non, je ne parle pas de se précipiter, mais il y a un début à tout. Je pense que si nos aînés avaient commencé le processus, nous serions déjà sortis de ce dictat monétaire. Mais il faut bien commencer à quelque part. Il faut bien commencer à quelque part, parce que si on ne fait que retarder, on n'en sortira jamais aussi. Alors, on parle justement toujours du Gabon et de finances, mais surtout la question de la dette, notamment en rapport justement avec, d'ailleurs, c'est un problème pour tous les pays africains. En tant que spécialiste de la finance internationale, la dette bonne ou mauvaise pour les pays africains? Le taux d'endettement, par exemple, au niveau de l'UEMOA, est estimé à 61,4% du PIB en 2023 selon le FMI. C'est quand même important. C'est une augmentation de 16,2 par rapport à la situation pré-Covid, ce qui était de 45,2% en 2019. Bonne ou mauvaise la dette? La dette en soi n'est pas mauvaise. C'est ce qu'on en fait qui détermine qu'elle soit bonne ou mauvaise. Parce qu'une dette, qui sont des ressources d'emprunt, bien utilisées, c'est-à-dire injectées dans l'économie, sans corruption, bien sûr. Injectées dans l'économie, ça va financer effectivement la consommation, l'investissement, les dépenses publiques. Et même les exportations nettes au travers des exportations qui, évidemment, seront dopées de par la production intérieure, vu l'étroitesse du marché intérieur
il est normal d'exporter. Donc la demande globale, qui est la somme de toutes les variables, monte. Et avec la demande globale, l'offre globale monte. Parce qu'il y a des effets multiplicateurs. Il y a un effet direct, autonome, il y a un effet multiplicateur et indirect. C'est surtout ça qu'il faut aller regarder. C'est pour ça que beaucoup de pays se sont développés aussi grâce à la dette. Mais la dette a été bonne. Mais d'autres n'ont pas injecté ces argents publics dans l'économie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont détournés à des fins personnelles. Là, la dette devient grave. Surtout quand elle évolue dans des proportions telles que vous ne pouvez plus la rembourser, c'est-à-dire le rapport dette sur PIB. Là, j'ai entendu pour l'UEMOA à 61%, on est déjà au-delà même du rapport, du critère de la Banque mondiale qui est de 50%. Au niveau de l'Union européenne, 60%, mais on a 61%. Le Gabon, il a 70%. Et d'ailleurs, c'est prévu d'aller dans des proportions encore beaucoup plus élevées, sans contrepartie productive. Mais en réalité, la contrepartie productive se trouve dans les maisons privées, si on peut parler de contrepartie productive, dans des maisons privées des oligarques au pouvoir, qui pillent systématiquement cette dette-là, cet argent, pour des fins personnelles. C'est là le problème. Et c'est pour cela qu'on aurait aimé que le CTRI au Gabon commençât par la réforme de la justice, pour, évidemment, alpaguer tous ces voleurs de la République depuis 1990 jusqu'à 2025. Mais comme eux-mêmes, ils font partie justement des détourneurs de fonds de l'État, ils ne peuvent pas signer évidemment la planche sur laquelle ils sont assis. Et c'est ça le gros du problème. Et c'est pour ça que le peuple gabonais doit repartir évidemment dans la rue, battre le pavé pour arrêter cette transition. Pourquoi pas faire émerger une nouvelle transition? Vous pensez que la transition actuelle n'est pas sur la bonne voie? L'échec est total. L'échec est total. Il n'y a aucun secteur où ils ont réussi. Il a vanté les routes bétonnées, mais en réalité, c'était des routes faites plus de sable, moins de ciment, aujourd'hui qui commencent à se casser. Les bourses des étudiants ne sont pas payées. Les fonctionnaires au Gabon, c'est des grèves. Il y a même un qui est décédé il y a 3 jours parce que la tension était montée en revendiquant son salaire. Vous trouvez ça normal, M. Guébré, qu'un pays aussi riche que le Gabon ait des fonctionnaires qui aient 2, 3, 4, 5 mois d'arriérés de salaire, de non-paiement de leur salaire? Oui, mais on est en transition. On ne va pas demander à la transition de régler une baguette magique le problème des Gabonais. Non, mais le problème, c'est que ce sont justement eux autres qui sont à la base de la situation du Gabon, parce qu'ils veulent se prendre pour des acteurs nouveaux sur le plan politique. Ah, pour vous, ce n'est pas des acteurs nouveaux? Non, ils ont toujours été dans la gouvernance, dans le système. Ils ont toujours été là, je vous le dis, c'est les mêmes qui sont à la base de la déchéance, qui sont revenus au pouvoir. Donc, ils ont une part de l'imputabilité de la situation, de la responsabilité. C'est vrai que le président était dans les acteurs. Ben oui, il n'y a pas que lui. Vous prenez les autres dignitaires de la République, le Premier ministre, il a toujours été là. Ils ont toujours été là. Ils savent de quoi souffre le Gabon, mais comme ils savent que le pays est... Pourtant, ils ont l'impression de marquer la rupture. Non, peut-être de l'extérieur, vous le voyez comme ça, mais de l'intérieur, allez-y questionner les gars. Aujourd'hui, ce qui arrive à la famille Bongo, quand même, on se dit, il y a peut-être une rupture qui est marquée. Non, mais de toutes les façons, la famille Bongo, là, si vraiment il y avait rupture, là, je pense qu'il y a longtemps qu'elle aurait déjà été effectivement condamnée pour les crimes de sang. De crimes rituels, je veux dire, pour les crimes économiques et financiers. Tout cela, c'est de la poudre aux yeux. C'est pour ça qu'on pense que la transition, le coup d'État, appelé pompeusement coup de libération, n'a pas été fait par le général de brigade Oligui, mais par quelqu'un d'autre. Lui-même, il a avoué lorsqu'il a dit une fois dans son bureau que les gens viennent et lui donnent des ordres. Tout le monde s'est étonné. Oui, il a dit, vous pouvez fouiller sur YouTube, sur Internet, que vous allez retrouver effectivement ces déclarations faites par lui-même. Alors pour vous, c'est une continuité? Ben oui, c'est une continuité, c'est évident. Cela se voit. Lorsqu'on voit la gabegie financière continuer, lorsqu'on voit l'injustice continuer, et que les bourreaux continuent à narguer les victimes et que le CTI est incapable de mettre en place la commission vérité, réconciliation, réparation. On le voit dans ses sorties, il y a quand même un discours de vérité, non, qui est tenu. Non, lui c'est le bonhomme menteur parfait. La preuve, lors du coup d'État électoral, le 30 août, il fait une déclaration qu'il remettra le pouvoir civil à l'issue de la transition, qu'il remettra le pouvoir au civil. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui?
On est très loin de ce jeu d'actualité. Non, c'est plus d'actualité. Il est en train de troquer son treillis pour le costume civil. Encore qu'il ne veut même pas le faire. Alors que là, il viole l'article 43 et l'article 113 du statut particulier des militaires, qui, lui, demande de préalablement démissionner avant d'être... Oui, on va y arriver, puisqu'il y a des réformes politiques, justement, dans votre pays. Une nouvelle constitution, justement, qui introduit un mandat présidentiel de 7 ans, c'est bien ça? 7 ans, renouvelable une seule fois, c'est bien ça? Qui supprime le poste de Premier ministre et qui interdit aux membres de la famille du président de le succéder. Hein? Ces réformes, quand même, visent à empêcher une gouvernance dynastique. Mais non, c'est un recul démocratique flagrant. Parce que, regardez, et là c'est risible pour le Gabon. Pendant que la plupart des pays sont à 5 ans, lui, il trouve l'idée de venir à 7 ans. Bien. Au niveau, effectivement, du partage des pouvoirs. Parce que moi, dans mon projet de société, je pense à un régime politique de type parlementaire, ou le parlementarisme, où le pouvoir sera détenu par le Parlement, par les élus du peuple, bien sûr. Or, lui, il va dans l'hyper-présidentiel, un régime hyper-présidentiel, ou le présidentialisme, au sens de la concentration de tous les pouvoirs entre ses mains. C'est un recul démocratique abyssal, M. Guébré, et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Continuons avec cette constitution-là. Moi, je la traite de constitution xénophobe. Oui, pourquoi? Parce que là, une disposition constitutionnelle qui, au fond, établit maintenant comme une espèce de hiérarchisation entre les Gabonais, où il interdit des Gabonais de pouvoir se présenter au poste de candidat de président de la République. Bien. La question qu'on lui a posée, on lui a dit, mais et les binationaux, les Gabonais qui sont nés de pères gabonais et de mères étrangères, ou de mères gabonaises et de pères étrangers, il va jusqu'à inscrire dans la Constitution que pour être candidat ou pour devenir président, il faut que non seulement vous soyez de père et de mère gabonais, mais que votre femme aussi soit de père et de mère gabonais. Imaginez-vous un peu, dans la mondialisation actuelle où il y a le brassage des communautés, des cultures différentes. Mais c'est grave. C'est pour ça que je traite cette constitution de constitution xénophobe. Et nous allons la dégager, cette constitution, pour réécrire une nouvelle. Parce qu'il faut vivre à l'ère du temps. Nous ne sommes plus là dans les années 1940 où on était dans une espèce de communautarisme. Aujourd'hui, je suis au Burkina Faso, pays dont que j'aime énormément et dont j'ambitionne même de prendre la citoyenneté sous peu. Aujourd'hui, je vis au Canada, mais je peux décider de vivre là où je veux, je peux décider d'épouser n'importe quelle femme de n'importe quelle nationalité. Si on interdit à mes enfants parce qu'ils sont mi-français, mi-gabonais, ou mi-burkinabé, mi-gabonais, parce qu'ils ne seraient pas gabonais à 100%, où est-ce qu'on va là? On a beaucoup de Burkinabés au Gabon aujourd'hui, justement, qui ont marié les femmes gabonaises. Et leurs enfants ne peuvent pas prétendre à être président de la République. Je peux bien vous le dire. Ça, c'est un problème. Mais ça va créer des problèmes. Vous connaissez le précédent en Côte d'Ivoire. Ça va créer des problèmes. À l'étape actuelle de cette constitution, est-ce que vous, qui avez la nationalité canadienne, vous pouvez être candidat? Justement, quand je parle de hiérarchisation entre les Gabonais, ça c'est l'une des dispositions qui consistait à nous écarter, nous la diaspora, parce que nous lui faisons peur. Nous lui faisons peur parce qu'il n'est pas capable de tenir un débat intellectuel, un débat démocratique, un débat politique. Il ne maîtrise aucun dossier. Il a des lacunes langagières énormes. C'est pour cela qu'il veut vraiment pas de débat. Regardez, ça a semblé anodin, mais lorsque le Conseil des ministres annonce la tenue de l'élection, dans la Constitution, l'article 43 dit très bien que l'élection se fait à 2 tours. Mais le ministre porte-parole du gouvernement vient annoncer seulement une seule date de l'élection, celle du 12 avril. Bien. Politologue que je sais, j'ai constaté évidemment la faille. Je me suis demandé, mais pourquoi ils annoncent qu'une seule date? Mais parce que dans leur tête, le coup d'état électoral est déjà préparé. Ce serait un coup KO. Ben oui, ce serait un coup KO, un coup d'état électoral. Et ce sera d'autant bien fait qu'il élimine tous les potentiels concurrents qui peuvent effectivement lui faire ombrage, notamment la diaspora, qui a une maîtrise parfaite des dossiers. Actuellement, vous pensez que le président sera candidat? Actuellement, machiavéliquement parlant, il est en train de faire monter des associations que
au fond marmailleuse pour appeler à sa candidature dans une corruption excessive du bas peuple avec les deniers de l'État qui auraient dû servir à financer le développement du pays. Alors, parlons toujours de réforme. Il y a un nouveau code électoral également qui permet aux militaires de se présenter à des fonctions politiques, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle candidature du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors, même si les militaires ont promis un retour justement à un régime civil, vous croyez véritablement que le président Oligui a l'intention de se présenter? Pensez vraiment? Mais il n'aurait pas fait cette réforme risible du code électoral. Vous vous rendez compte? Le Gabon serait pratiquement le seul pays au monde où les magistrats et les militaires ont le droit maintenant de faire de la politique. Mais c'est ahurissant, M. Guédré, c'est ahurissant. Alors que le rôle de l'armée, c'est pas cela. Le rôle de l'armée, c'est d'assurer la sécurité du territoire, des biens et des personnes, effectivement, dans le pays. Imaginez-vous que les militaires maintenant vont faire de la politique. Les magistrats qui sont censés dire le droit vont faire aussi de la politique. Mais ils seront jugés partis. Mais c'est un Capharnaüm qui va avoir lieu au Gabon. Les militaires font déjà de la politique. Non, mais ils démissionnent. Le problème, c'est que, et là, il ne veut pas le comprendre, parce que l'article 43 et l'article 73 est clair. Pour qu'un militaire fasse de la politique, il faut qu'il démissionne au préalable de son corps, effectivement, de militaire. Mais lui, il ne veut pas démissionner, mais il veut se rendre jusqu'à l'élection avec le treillis. Et puis, au-delà de ça, c'est quand même un dangereux précédent qu'on voit là, permettre aux magistrats et aux militaires de faire de la politique. Alors que l'armée est souvent dénommée comme la grande muette. Mais là, vous allez avoir des militaires qui vont faire de la politique. Imaginez-vous un peu le chaos que ça va créer. D'accord. Alors, vous êtes président du RPP, le Rassemblement pour le Peuple. C'est bien ça. Oui. Et donc, clairement, on voit là que vous voulez être candidat à la présidentielle du 12 avril 2025. Effectivement. Est-ce que vous réunissez aujourd'hui les conditions? Parce que avril, c'est à côté. Lui, en fait, ma candidature est une candidature de défiance. À l'aune, évidemment, du code électoral unique, de la constitution xénophobe. Au fond, mon but, c'est de faire émerger, au fond, une nouvelle transition qui permettrait une certaine équité, justice entre les Gabonais. Et c'est pour cela aussi que je viens au Burkina Faso, parce que, vous savez, le souverainisme africain, il doit se propager, il doit se métastaser à toute l'Afrique. Et donc, lorsqu'on voit des manœuvres comme celle d'Oligui en écartant effectivement les vrais souverainistes, les vrais panafricanistes africains, ça fait peur. Ça fait peur pour l'avenir de mon pays, le Gabon, qui sera continuellement sous le joug effectivement du colon, afin de toujours piller les ressources de son sol et de toujours, au fond, paupériser la population. C'est pour cela que je me suis dit qu'il fallait être candidat et que, au fond, au-delà effectivement de ce code électoral injuste, que moi j'allais taper du coup le pied dans la fourmilière pour que je fasse émerger une nouvelle transition. Et je profite de l'occasion parce que avant de venir au Burkina, où je viens de temps en temps, j'étais à Arusha en Tanzanie déposer une plainte contre Oligui Nguema pour violation des droits de l'homme, pour torture des populations civiles gabonaises. Et lui-même, il a avoué dans une vidéo qui est sur YouTube en parlant des techniques du pont. Alors là, il a révélé ce dans quoi il a un avantage comparatif naturel. Selon la théorie, évidemment, du commerce international de David Ricardo. Apparemment, sa spécialité, son avantage comparatif naturel serait dans la torture. Bien. Ça, c'est fort. Oui, mais c'est lui-même qui a dit, puisqu'il a parlé de la technique du pont. Allez-y, regardez sur YouTube, c'est des faits. Bien. Après, j'ai déposé, au fond, une requête en invalidation de sa candidature parce qu'il viole la norme panafricaine internationale, la charte de l'Union africaine, en son article 25, alinéa 4, qui dit que tout auteur d'un changement anticonstitutionnel ne peut être candidat à l'issue de la transition à l'élection présidentielle.
Or, lui-même avait promis remettre le pouvoir aux civils à l'issue de la transition. Mais c'est plus ça qu'on observe aujourd'hui. On voit qu'il est en train de se créer les conditions, non seulement d'éligibilité pour lui-même, mais surtout d'une victoire cash au premier tour. C'est une question de texte. Si les textes du Gabon lui permettent d'être candidat, c'est son droit. Non, les textes ne le permettent pas. Vous savez, je suis pas juriste, mais il y a eu des réformes récemment. Mais je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas juriste, mais j'ai quand même fait du droit à l'université. Dans les normes juridiques, il y a une hiérarchisation. Vous le savez. Les décrets, les arrêtés, les lois organiques, tout ça là, la Constitution. Mais au-delà de tous ces textes nationaux, il y a les textes internationaux. Les conventions internationales sont au-dessus de la Constitution d'un pays. Le Gabon a ratifié la charte des droits de l'homme de l'Union africaine. Et dans cette charte, il y a une disposition, l'article 25, alinéa 4, comme je viens de vous le dire, qui interdit. Donc, rien que par ça, ça balaye déjà la Constitution du Gabon. Parce que le Gabon a ratifié. La ratification, c'est quand les deux chambres du Parlement acceptent, évidemment, une loi internationale qu'on leur propose de valider, de signer. Vous savez que c'est un peu partout maintenant dans les pays africains. On ratifie les textes, mais on ne les respecte pas. Non, monsieur Guébré, il faut justement leur apprendre à respecter. Parce que si l'Afrique est justement en retard, c'est parce que, je vous l'ai dit tantôt, la base d'une architecture institutionnelle favorable à une performance économique et sociale, c'est l'indépendance de la justice, c'est le droit, c'est l'application du droit. Moi, je n'ai pas les armes pour combattre le CTRI, mais j'ai l'arme du droit. C'est cette arme du droit que je leur oppose. Ils sont donc disqualifiés à la présidentielle de 2025 parce qu'ils violent une norme internationale qui est au-dessus de la Constitution de la République gabonaise. Ça promet un combat à distance là, parce que là, vous dites qu'ils sont disqualifiés, et visiblement, aux yeux des réformes, vous êtes disqualifiés. C'est pour cela que ma candidature est une candidature de défiance. Et c'est pour cela que je les préviens, parce qu'il y a eu des précédents qui ont fait que le pays, ou les pays entrent dans l'instabilité. Donc, je n'aimerais pas arriver là. Il ne faudrait pas que le Gabon arrive là. Oui. Donc, il faudrait que justice soit faite. Oui, mais pour faire bouger les lignes, que justice soit faite, il faut que vous ayez quand même aussi une base politique assez forte, une base électorale. Est-ce que votre parti aujourd'hui est un parti qui compte véritablement sur l'échiquier politique gabonais? Mais c'est pour ça que, pour le savoir, il n'y a que le vote qui peut le déterminer. Si j'ai une base ou pas, si la population me suit ou pas. Mais si on m'interdit de me présenter, ça veut donc dire que il y a du potentiel. Ça veut dire que tu fais peur. Tu fais peur. Mais s'ils étaient aussi populaires que ça, surtout qu'ils ont tous les moyens de l'État ou d'État, pourquoi ils empêcheraient des acteurs diasporiques de participer? Allons-y donc à la joute sur le terrain pour que le peuple décide. Que le peuple décide. C'est tout ce qu'on demande. Que le peuple décide. On verra s'ils sont aussi populaires que ça. J'en suis pas sûr. Oui. Est-ce que, justement, dans cette ambiance-là aujourd'hui, vous avez la possibilité de rentrer au pays, au Gabon? Ben, écoutez... Est-ce que vous ne craignez pas d'être arrêté si vous rentrez au pays? Écoutez, c'est le risque à prendre, mais je ne le prends pas, effectivement, de façon... Je ne suis pas non plus je ne suis pas suicidaire. Et c'est pour ça que ma venue au Burkina, comme j'ai l'habitude d'ailleurs de venir, aussi obéit à cette logique de recherche, de partenariat, parce que, je vous le dis, il faudrait que le souverainisme africain se généralise à toute l'Afrique. Moi, je suis un panafricaniste, et je ne le chante pas sur les toits. Les faits sont là. Oui, mais de plus en plus aussi, les Africains se méfient des panafricanistes et souverainistes qui ne vivent pas sur le continent. Non, et je comprends cela. Oui. Mais rien que par ma fondation, par exemple, qui fait de grandes œuvres sur le plan humanitaire en Afrique, c'est de mon argent privé, là, que je mets dans le financement de projets en Afrique, là. J'aurais pu, évidemment, l'allouer à mes dépenses privées pour mon bien-être. Non. Donc, ça veut dire qu'il y a panafricanistes et panafricanistes. Je comprends qu'effectivement, il y a... Mais ceux-là qui, évidemment, jettent l'opprobre sur tous les autres panafricanistes, on sait très bien qui sont, on peut les identifier. Mais ne jetons pas l'eau du bain et l'eau bébé, parce qu'il y aurait quelques individus qui, au fond,
auraient le panafricanisme comme fonds de commerce, alors qu'en réalité, c'est des mercenaires. Je ne fais pas partie de cette catégorie, monsieur Guédré. Les faits sont là, vous pouvez aller les vérifier pour voir effectivement comment Vous êtes un universitaire, vous gagnez bien votre vie et vous investissez votre argent sur le continent pour aider les Africains. Exactement. En tout cas, ça promet, hein, ça promet. Et comme vous l'avez dit, vous êtes au Burkina dans le cadre donc de vos activités. Et est-ce qu'on peut en savoir davantage sur vos ambitions, vos projets au niveau du Burkina? Ben, écoutez, j'ai 2 ambitions de par ma fondation et puis évidemment de par moi-même. Le premier projet, c'est sur le plan humanitaire, c'est au fond de venir contribuer au développement in fine humain du Burkina Faso au travers, au fond, des œuvres caritatives que ma fondation, effectivement, va mettre en place. Ça, c'est aussi le plan humanitaire. Mais sur le plan maintenant de l'investissement pour contribuer au développement économique et social du Burkina avec des investissements faits ici, effectivement, pour pouvoir doper la création de l'emploi, pour pouvoir donner des revenus à des Burkinabés. Vous savez, un Burkinabé qui peut nourrir 10 personnes, c'est beaucoup, effectivement, pour aider d'ailleurs, parce que ce qui m'a beaucoup aussi attiré par rapport au Burkina Faso, c'est l'amour pour Thomas Sankara. Quand j'étais petit, j'ai été... Vous ne le cachez pas. Hein. Oui, non, mais vraiment, je suis fier d'ailleurs de le dire. Et ça s'explique comment? Mais parce que... Qu'est-ce qui vous a impressionné? Le sankarisme, le charisme de l'homme, la rhétorique, la verbe, la facilité, l'expression facile pour expliquer les choses. Et puis l'idéologie, le sankarisme, qui au fond aussi a commencé à véhiculer le souverainisme. Lorsqu'il disait consommons burkinabé, c'est du souverainisme également, économiquement parlant, du point de vue de la consommation, qui dope la croissance, qui dope la demande globale, l'offre globale. Toutes ces idées-là, je ne parle même pas du souverainisme au niveau du contrôle des matières premières qu'on voit aujourd'hui avec le vaillant président capitaine Ibrahim Traoré. Je vous le dis. Vous pensez qu'il est sur le chemin de Thomas Sankara? Ben oui, et c'est pour cela que lorsque j'ai vu ces œuvres, je me suis dit, ben, s'il y a un pays où je dois aller mettre mon argent, c'est le Burkina Faso. D'abord, à l'amour pour Thomas Sankara, mais aussi aujourd'hui, tout ce travail de souverainisme qui est mené par, évidemment, le président capitaine. Ça m'a motivé à apporter, effectivement, mes capitaux au travers de ma fondation pour venir les investir ici et contribuer au développement humain, in fine, effectivement, du Burkina. Bien, l'aspect politique, maintenant, est là. Je vous le dis, pour que le souverainisme africain soit total, il faudrait qu'il se généralise à tous les pays africains. Et je le dis encore, il ne faut pas penser que parce qu'on a atteint un certain degré de souverainisme qu'on ne peut pas reculer, que des chocs exogènes, des facteurs exogènes et même endogènes, fassent que le pays retourne en arrière. Parce que si autour de vous, vous avez des pays toujours inféodés au dictat du colon, qui peuvent vous nuire, ça peut faire reculer le souverainisme qui est déjà amorcé. Je pense que la meilleure stratégie, c'est d'aider d'autres pays à devenir souverainistes, à identifier les panafricanistes, les souverainistes véritables, et à les aider, au fond, à accéder au pouvoir dans ces pays-là. Parce que si nous sommes tous souverains autour de nous, il n'y aura plus de crainte à avoir, parce que l'ennemi rôde toujours. C'est très important. D'où effectivement aussi ma venue, pour pouvoir, surtout que le contexte géopolitique est en notre faveur. Vous avez vu l'élection aux États-Unis de Donald Trump. La Russie, je l'avais dit, je l'avais prédit, la Russie aujourd'hui qui est en guerre, au fond, encore invisible, indirecte, avec la France qui est évidemment à la base, en grande partie, pas en totalité, de la déchéance des pays africains, le contexte géopolitique, géostratégique est en notre faveur pour atteindre véritablement le souverainisme total africain. C'est l'occasion. On n'a que 4 ans pour le faire parce que j'en sais rien de ce qui s'en viendra après l'élection de Trump. Mais le tandem Trump-Poutine nous permet aujourd'hui d'accélérer la cadence vers le souverainisme total. Et c'est pour ça que je demande l'aide de mes frères burkinabés qui sont déjà pas mal avancés là-dedans par rapport au Gabon et par rapport aux autres pays africains qui vivent encore sous le joug
de la France-Afrique. Les militaires au pouvoir au Gabon, vous dénoncez cela, mais vous êtes dans l'AES, ce sont des militaires qui gouvernent. C'est dans la gouvernance. Pour vous, il y a une différence. C'est dans la gouvernance, je vous le dis. Faites un sondage ici, un vrai sondage, que le peuple vous montrera qu'il est en faveur à une très grande majorité au gouvernement actuel. Allez-y faire un sondage au Gabon. Donc pour vous, il y a militaire et il y a militaire, comme il fallait terre à terre. C'est ça. Il y a militaire et militaire. Lorsque quelque chose est bien, quand quelque chose est bien fait ou bien fait, il faut saluer. Il faut saluer. Vous pensez que je serais venu investir mes capitaux au Burkina Faso par ma fondation, et même, je compte apporter aussi mon capital humain, puisque je suis enseignant des universités au Canada, pour pouvoir contribuer, évidemment, à l'éducation et à la formation de jeunes burkinabés. Vous croyez que je serais venu? Oui, j'ai eu l'amour pour Thomas Sankara, mais pourquoi depuis lors je ne suis pas venu? Mais parce que pour moi, les conditions n'étaient pas encore réunies. Mais je les vois réunies aujourd'hui. C'est ça qui m'a motivé. Vous voyez un peu? Donc, il y a militaire et militaire, comme il y a acteurs diasporiques et acteurs diasporiques. OK. Alors, votre vision du panafricanisme, c'est quoi? Ben, écoutez, moi, je vois dans le panafricanisme le souverainisme. Parce que nous devons être indépendants chez nous autres. L'Afrique a la chance d'être, au fond, au-delà d'être le berceau de l'humanité, mais d'être aussi le berceau des ressources naturelles. En économie, la fonction de production qu'on formalise par grand Q, PIB, fait dépendre le PIB d'une variable très importante qui est la variable T, la terre. Au fond, la terre envoie aux ressources naturelles, les poissons, les oiseaux, les animaux, mais aussi les forêts, le pétrole. Donc, vous comprenez que si vous avez le contrôle de la matière première, vous avez le contrôle du produit final. Vous suivez? Le cheminement là, qu'on appelle la chaîne de valeur, fait que si vous avez le contrôle de vos matières premières, vous avez le contrôle du produit final. Et si vous avez le contrôle du produit final, ben vous avez donc les moyens de doper votre croissance économique et donc d'apporter le bonheur à vos populations. Moi, je console au panafricanisme comme ça, mais pour que vous soyez réellement indépendant économiquement et socialement, il faudrait que vous le soyez politiquement. Donc, sur le plan politique, le panafricanisme doit aussi se concrétiser par cette indépendance politique vis-à-vis de l'ancien colonisateur ou du colonisateur. Voilà, c'est comme ça que moi je console le panafricanisme, être maître chez soi. Parce que nous avons la chance, de par la grâce de Dieu, d'avoir des pays immensement dotés en ressources naturelles et que ce n'est pas normal que nous ayons des populations pauvres sur des terres qui sont immensement riches. Je vous cite Emmanuel Macron, vous allez me dire ce que vous pensez donc de ce qu'il dit. Il parle d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise un discours postcolonial et ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Il parle de quel soutien de revers? Eux-mêmes, je suppose qu'il fait allusion à la Russie. Aux Russes. Eux-mêmes, ils ont été des impérialistes. Eux-mêmes, ils continuent d'aller dans l'impérialisme parce que, oui, il y a eu la colonisation, mais après, on a fait quoi? On est entré dans le néocolonialisme. Lorsque vous avez des kidam comme Oligui Nguema qui avoue lui-même que c'est pas lui qui a fait. Le président, il faut le respecter. Oui, monsieur le président de la transition Oligui Nguema qui avoue lui-même qu'il n'a pas, c'est pas lui qui commande au fond. On se dit mais finalement qui a fait le coup d'État? Et c'est là où on soupçonne effectivement le colon qui est toujours là dans le cas du colonialisme d'avoir fait le coup d'État. Parce que si on avait eu un véritable coup d'État, je vous assure qu'il y a longtemps que les personnes à la base de la déchéance politique, morale, économique, culturelle du Gabon, il y a longtemps qu'elles auraient été alpaguées et traduites devant les tribunaux. Mais ça, on ne le voit pas. Donc, lorsqu'on parle de ce que... Enfin, lorsque Macron il dit ce qu'il dit, en oubliant que lui-même, il est toujours dans cette continuité du colonialisme, vous savez, il y a un adage biblique, un verset biblique qui dit que il est vraiment facile de voir la poutre dans l'œil de l'autre et pas plutôt la paille dans l'œil de l'autre et pas la poutre dans son propre œil. C'est ce que Macron fait là avec la France-Afrique. Nous sommes en fin d'émission, ça va très vite. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci, M. Degré.
Et on va vous souhaiter bonne chance quand même pour le 12 avril 2025, la présidentielle au Gabon. On espère que vous aurez la possibilité donc d'aller rencontrer les Gabonais pour présenter vos projets de société. Ben oui, c'est mon vœu, effectivement. Mais comme je l'ai dit, le but, c'est de défier le CTRI parce que pour moi, j'estime que la Constitution est unique, que le code électoral est unique. C'est pour cela que je voudrais que les partis politiques qui ont été mis sur la glace, que le peuple sorte battre le pavé afin, au fond, de rompre avec cette transition et d'aller vers une transition qui permette, au fond, une certaine équité, une certaine justice entre tous les Gabonais. Je suis conscient, effectivement... Est-ce que vous êtes en phase avec les autres membres de l'opposition politique? Oui, évidemment. Je suis à la tête d'une coalition qui, évidemment, va dérouler... qui a commencé déjà à dérouler l'agenda, puisque je vous ai dit, j'étais à Arusha en Tanzanie et puis à Addis Abeba, effectivement, en Éthiopie. Nous allons dérouler notre agenda parce que ça ne s'arrêtera pas là. Nous irons jusqu'au FMI, à la Banque mondiale, à la BAD, à la CPI, à l'Union européenne. Nous irons partout où les portes nous seront ouvertes pour neutraliser le CTRI et son président transitoire, M. Oligui Nguema. Nous allons neutraliser le CTRI par tous les moyens légaux, politiques, juridiques, financiers. Ils ont les armes, nous on a l'intellect. Nous allons les neutraliser et on verra comment ils vont gérer le Gabon, même s'il venait à faire son coup d'État en violation de 5 normes. Il viole 5 normes. Un seul individu viole 5 normes. C'est du jamais vu. Quand vous dites neutraliser, je suppose c'est combattre. Vous voulez dire, oui. Vous voulez combattre les injustices que... Oui, c'est-à-dire faire partie de CTRI, de la tête de l'État, pour arriver à une nouvelle transition. C'est simplement ça. Nous n'avons pas la force des armes, nous avons l'intellect. C'est avec le droit que nous allons le neutraliser. Merci. Docteur Jacques Edou Ekoué, économiste, homme politique gabonais, vous êtes le président donc d'un parti politique au niveau donc de ce pays. C'est bien sûr le RPP, Rassemblement pour le Peuple, et vous souhaiterez en tout cas être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, même si aujourd'hui les conditions ne semblent pas favorables. En tout cas, on vous dit merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci, M. Guébré, c'est moi qui vous remercie. Ça sera tout pour ce numéro de Surfa de Vérité. Excellente soirée chez vous. À très vite pour un autre numéro. Bonsoir. Yeah.